Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours écouté Kanye West. Je suis pas non plus très vieux, mais c'est un des premiers artistes qui m'a accompagné de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. C'est un rappeur qui m'a ouvert musicalement à plein de choses, et ce qui me surprend, c'est que plus je vieillis, plus j'apprécie la musique de Kanye. Je me suis progressivement intéressé au sens de son œuvre, j'ai pu me familiariser avec toutes les histoires autour du personnage, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il est, sans trop de contestation possible, l'un si ce n'est le plus grand artiste encore en vie. Pourtant, il a toujours eu cette aura de mystère, cette part énigmatique qui le rend si captivant, tout en faisant preuve d'une sensibilité aussi poignante que déconcertante. Et au final, peu de gens se rendent vraiment compte de tout ce que Kanye a pu accomplir au fil des années. C'est une ignorance que je trouve presque grotesque au vu de sa carrière impressionnante, puisqu'avoir réalisé autant d'albums sans qu'aucun ne puisse être mis de côté tellement ils sont tous exceptionnels à leur manière, c'est un accomplissement fou qui, je crois, n'a presque jamais été répliqué dans l'histoire de la musique. Du moins, pas sur une si longue période. Et c'est pas anodin. Pour moi, écouter les sons de Kanye West, c'est presque thérapeutique. Ses paroles ont pu apaiser la solitude et le désarroi que j'ai pu ressentir au cours de ma vie, et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Les thèmes qu'il aborde et les obsessions qu'il évoque sans détour ont réellement fait office de catharsis quand j'allais pas bien. Malgré tout, cet esprit libre s'est progressivement vu enchaîné par des démons qui vont de l'addiction aux maladies mentales. Des démons qui continuent d'ailleurs à le ronger un peu plus chaque jour. Cette vidéo a pour but de retracer son parcours musical extraordinaire et de retracer les éléments de sa vie qui valent le coup d'être racontés. Mais je ferai tout de même plusieurs digressions pour alerter les gens autour de la dangerosité du personnage et de ses discours récents, notamment en fin de vidéo. Je suis navré, et Kanye est peut-être un musicien hors du commun et l'un des producteurs les plus influents de notre génération, c'est loin d'être notre sauveur. Cela dit, cet artiste si cher à mon cœur représente une énigme unique que je mourrais d'envie de décortiquer avec vous. Avant de résoudre l'énigme qui se cache derrière le masque, remontons d'abord à tout ce qui a provoqué l'avènement de Kanye West. D'ailleurs, petite précision, je vais l'appeler Kanye pendant toute la durée de cette vidéo par souci de compréhension, mais sachez bien qu'il souhaite désormais qu'on l'appelle par le nom de Ye, et ça lui tient vraiment à cœur. Bref, entrons dans le vif du sujet. L'histoire commence au milieu des années 70 aux États-Unis. Donda Williams, jeune mais déjà éminente professeure d'université, tombe sous le charme de Ray West, un photographe ex-membre des Black Panthers et premier afro-américain à travailler pour The Atlanta Journal. Vous l'aurez compris, on parle de ses parents, des activistes renommés, et disons-le, deux personnages assez exceptionnels. Avec une telle ascendance, offrant un accès privilégié à la culture et à une conscience politique forte, on commence déjà à comprendre d'où peut venir l'engagement démesuré de Kanye dans les causes qui lui tiennent à cœur. Mais attendez encore un peu, on n'en est pas encore là, même si c'est vrai, tout se passe très vite entre Ray et Donda. Ils se marient en quelques mois à peine, et même si tout n'était pas rose, l'enfant qui naîtra de cette union, Kanye Omari West, pouvait difficilement rêver de meilleurs auspices pour s'épanouir dès le plus jeune âge. Évidemment, l'histoire ne pouvait pas être aussi belle et le coup de foudre va s'estomper aussi vite qu'il est apparu. Et malheureusement, les parents de Kanye vont divorcer alors qu'il venait à peine de fêter ses 3 ans. Lui et Donda ont donc fait leurs valises et déménagent à Chicago, soit à quelques milliers de kilomètres au nord d'Atlanta, sa ville d'origine. Un changement pour le moins radical. Cette épreuve va leur permettre de créer un lien unique et d'entretenir une relation extrêmement fusionnelle qui, pour le coup, elle, ne s'estompera jamais. Kanye, thank you for being just an outstanding son. Wow. You really are pretty cool. The best, as a matter of fact. Oh, word. Yep. You the best, Bob? On remarque facilement l'admiration que portait Kanye à sa mère, une confiance aveugle et mutuelle qui donnait souvent lieu à de longues discussions philosophiques. L'enseignement le plus précieux de Donda a d'ailleurs été de pousser son fils à toujours dire ce qu'il pense, peu importe la situation dans laquelle il est. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Kanye a pris ce conseil au pied de la lettre. Cette éducation particulière lui a permis d'être un enfant très éveillé, très tôt, et d'être plutôt en avance sur ses camarades de classe. Kanye West est donc un bon élève, et pour couronner le tout, il passe son temps à créer sous toutes les formes. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il y a évidemment une forme de création qui surpassera rapidement toutes les autres. La musique, évidemment. Malgré un réel talent et un intérêt évident pour cette passion naissante, Donda, toujours aussi pragmatique, va ramener son fils à la réalité et le poussera à se focaliser uniquement sur les études. Bon, elle est prof en même temps, on peut pas trop lui en vouloir. Alors Kanye se résigne, y accepte et va se mettre à bosser d'arrache-pied pour obtenir son diplôme. C'est pas vrai. Comme pour toute épopée qui se respecte, l'appel de la musique va briser la promesse qu'il a faite à sa mère. Et au bout de 6 mois à s'ennuyer sur les bancs de l'école d'art de Chicago, il va décoller du jour au lendemain pour New York, berceau de la scène rap dans les années 90.
Là-bas, il oscillait entre son statut de beatmaker, un rôle auquel il va longuement être cantonné d'ailleurs, et les quelques open mic qui lui permettraient enfin de rapper pour essayer de se faire connaître au-delà de ses prods. Mais malgré tous les efforts du monde, c'est bien ses prods qui vont lui permettre de s'ouvrir à l'industrie musicale. Il va même être reconnu pour ça, il était archi doué, et ça va tellement plaire que ses travaux vont vite arriver aux oreilles d'une légende de la ville, Jay-Z. Pas mal pour un mec qui a débarqué de Chicago tout seul, non? Et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il a joué un rôle majeur dans la production de The Blueprint, un classique si ce n'est le classique de Jay-Z, et un des premiers albums de rap que j'ai pu écouter dans ma vie d'auditeur. J'avais quoi, 8-9 ans? Je pouvais pas mieux tomber et c'est véritablement cet album qui m'a fait tomber amoureux du rap. À l'époque je comprenais rien à l'anglais, donc les sonorités y étaient pour beaucoup, et en vrai ça me rend encore plus nostalgique de me dire que, dans un sens, j'écoutais et j'adorais déjà Kanye West sans même vraiment savoir qui il était. On y entendait déjà son amour pour le sampling, je connais personne d'aussi doué pour dénicher des pépites et mélanger les genres comme il le fait. C'est quelque chose qui le démarque de tous les autres producteurs de l'époque et qui va évidemment perdurer pour la quasi-totalité de son œuvre future. Franchement ce morceau, quel classique! Et la prod est limite encore plus classique que le son en lui-même si vous voulez mon avis. Kanye a désormais 24 ans, il est signé chez Roc-A-Fella, le label de Jay-Z, il est couronné de succès, mais par-dessus tout il s'éclate dans la musique et bosse avec des monuments comme Ludacris, DMX, Alicia Keys et même des Janet Jackson. Beaucoup en seraient restés là. C'est déjà un palmarès qui t'assure à peu près à 1000% d'être au frais pour le restant de tes jours, mais Kanye lui, c'est avant tout un rappeur, ça le bouffe de l'intérieur. Lui ce qu'il veut c'est le devant de la scène, la lumière des projecteurs, et surtout qu'on entende ce qu'il a à dire. Alors en secret il va stocker toutes ses meilleures prods pour préparer un premier projet solo. Et si les instrus qu'il a laissés à Jay-Z étaient déjà magistrales, qu'est-ce que ça allait bien pouvoir donner sur ce projet secret? Pour l'heure, Roc-A-Fella l'envoie bosser sur différents projets, toujours en tant que producteur. Et après une longue soirée studio à Los Angeles, sur la route du retour, Kanye est victime d'un grave accident de voiture. La mâchoire fracturée, il trouve quand même la force de demander au secours de le transporter à l'hôpital Cedars-Sinai. Hôpital célèbre pour avoir vu Biggie s'éteindre après s'être fait tirer dessus. La matrice dans laquelle vit Kanye West, c'est pas nouveau, pour moi l'énigme commence là en réalité. Moi perso j'aurais juste hurlé à la mort, mais bon, si j'étais Kanye West, ça se saurait. Il s'en sortira miraculeusement, et dira d'ailleurs que cette épreuve lui ouvrira les yeux quant à la signification même de sa propre vie. C'est d'ailleurs cet événement qui va l'inspirer pour le premier single de son projet secret, Through the Wire. Il a enregistré le morceau une quinzaine de jours après l'incident, avec les moyens du bord. C'est une pierre angulaire de sa carrière et tout simplement un morceau on ne peut plus sincère, touchant et rempli de prise de conscience sur sa propre vie. Forcément, en sortant de convalescence, il avait encore la bouche en piteux état, un problème dont il s'excusera au cours du morceau et qui apportera un peu plus d'authenticité à celui-ci. You know, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, dog. Through the Wire n'est même pas encore sorti officiellement que le morceau tournera dans la sphère rap et dans les oreilles de tous les acteurs du milieu. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ce morceau, c'est mythique et c'est pour moi encore une excellente porte d'entrée vers la discographie de Kanye West, même 20 ans après. Selon un avis quasi unanime, Kanye tenait enfin quelque chose. Une histoire hors norme, un potentiel exceptionnel, et une formule qui lui donnera enfin l'occasion d'éclipser ce statut de producteur qui lui collait un peu trop à la peau. Fucking yeah, cause his shit was wired up. Yeah, but did you get that in the beginning? Yeah, I heard that. He said they got me rapping through this wire shit. I heard that. Hey. Tout ça, c'était d'excellent augure pour son futur projet. Et c'est pas étonnant que beaucoup de gens se soient intéressés à la proposition de Kanye après ce coup du destin. Je vous rappelle qu'on est encore au début des années 2000, et la tendance à cette époque c'est le gangsta rap, portant le message des quartiers défavorisés où la violence est de mise. Kanye lui, c'est un peu le schéma opposé. À la base, il est issu d'un milieu plutôt aisé, a pu toucher à toutes sortes de sujets artistiques au cours de sa vie,
et ça se ressent inconsciemment dans sa musique. Alors avec ses textes atypiques et des productions qui n'avaient elles non plus rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque, il a pu s'exprimer pleinement et tirer son épingle du jeu. En parallèle de son travail sur l'album en préparation, Kanye va mettre les deux pieds dans le plat et sortir le clip de Through the Wire. Ça y est, la musique de Kanye est révélée aux yeux de tous, et les premiers à prendre le train, c'est évidemment son label Roc-A-Fella, qui va se rendre compte du talent qui dormait dans leurs écuries. Ils vont le soutenir dans son projet secret et l'accompagner jusqu'à sa sortie en 2004. Année charnière où le monde a enfin pu goûter à ce que préparait Kanye seul dans l'ombre, le légendaire album de College Dropout. Yeah, I drink a boost for breakfast, an intro for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles, back to Wizard. Le nom du projet tombe sous le sens, on pourrait le traduire par le mec qui a lâché la fac en gros, et ça fait évidemment écho à l'histoire personnelle de Kanye. Pourtant, si le discours retrace bien ce qu'a vécu Kanye, c'est un alter ego qui va prendre sa place pour raconter son histoire. Une mascotte d'ours désormais légendaire appelée le Dropout Bear. Encore un truc farfelu qu'on n'avait jamais vraiment vu dans le rap, et qui vient le démarquer dans un contexte musical qui n'était pas du tout propice à ce genre d'excentricité. Pourquoi une mascotte en guise de cover? Tout simplement parce que si le rappeur souhaitait apparaître sur la pochette de son premier album, il voulait pas que son visage soit explicitement visible. Ce qui est étrange d'ailleurs pour un mec avec un melon pareil. De plus, cette mascotte est l'allégorie parfaite de sa personnalité de l'époque, celle d'un électron libre qui a choisi de quitter le système scolaire pour embrasser une vie d'artiste et poursuivre ses rêves. Il s'était mis en tête de choisir un animal totem pour le représenter, et très vite, c'est le choix de l'ours qui s'est imposé. De prime abord, cet animal symbolise la puissance, la force, et selon le cycle de la nature de l'ours, est aussi un symbole de renouveau et de renaissance. Un dernier point qui colle étrangement bien à l'image qui se fait de sa personne depuis son récent accident de voiture. Pourtant, malgré ce dernier argument qui pourrait semer le doute, beaucoup s'accordent à dire que ce n'était pas prémédité. Et je suis plutôt de cet avis. La vérité, c'est que cet ours était la mascotte de l'équipe de basket de l'école de Chicago, dans laquelle il avait choisi de shooter la cover de son premier album. La rumeur veut même que le costume se trouvait au beau milieu de la salle de sport de l'établissement retenu pour la séance photo. Une sorte de référence subtile sur l'école qu'il avait quittée quelques années auparavant, qui prend son sens uniquement quand on a le contexte. Cette mascotte, vous l'avez peut-être déjà aperçue, que vous suiviez de près ou de loin le travail de Kanye. Mais le concept de s'effacer derrière des symboles et de laisser uniquement la musique parler, c'est quelque chose qui va perdurer, puisqu'en plus d'apparaître régulièrement masqué, aucun de ses albums ne présentera le visage de Kanye sur la cover. Bon, et musicalement parlant, qu'est-ce que ça a donné cet album? Ben, c'est exactement dans la continuité de ce qu'il a laissé entrevoir jusqu'ici. Un projet en rupture complète avec le reste de l'industrie, mais dévoilant enfin toute l'étendue de sa palette artistique. I woke up early this morning with a new state of mind, a creative way to rhyme without using knives and guns. Keep your nose out the sky, keep your heart to God, and keep your face to the rising sun. All my niggas from the Shies, my family, dog. And my niggas ain't my guys, they my family, dog. I feel like one day you'll understand me, dog. You can still love your man and be manly, dog. À l'écoute, il est évident que Kanye est toujours aussi friand de samples, même si c'est plus l'élément central de sa musique. Il semble s'écarter un petit peu de cette manie qu'il caractérisait en tant que producteur, pour se tourner vers les voix qu'il incorpore à ses morceaux comme de véritables instruments. Cette particularité est une autre marque de fabrique de l'artiste, qui va donner toute sa substance à The College Dropout. La participation de la Harlem Boys Choir sur le magnifique Two Words en est un exemple parfait, et l'utilisation d'instruments comme la basse, le piano ou la présence constante de la violoniste Minnie Benari apporte une nouvelle dimension à ses compositions. The College Dropout, en réalité, c'est un album qui mêle l'ambiance d'un teen movie cliché et les méditations de son auteur, tout en baignant dans le folklore symbolique du label Roc-A-Fella. Insaisissable, Kanye West endosse toutes les facettes de sa personnalité ambivalente. Tantôt producteur frustré, parfois porte-parole de la jeunesse, voire prêcheur sur l'excellent Jesus Walk. On le découvre aussi très séducteur, penseur conscient, miraculé, homme exemplaire, mais aussi rappeur flamboyant en mode tout me réussit et je vous emmerde. Heureusement, cette cacophonie, même si le mot est mal choisi, on peut la résumer en un seul titre, School Spirit, qui traduit à merveille la volonté de cet album. Tout le génie de Kanye West est condensé dans ce morceau. Le travail sur le sample d'Aretha Franklin, l'utilisation judicieuse des chœurs, le beat discret, l'efficacité du refrain, l'ensemble démontre le talent sous-estimé du rappeur et le feeling unique du producteur qui sommeille en lui. Parfois un peu laborieux au vu des influences nombreuses et des interludes omniprésents, The College Dropout n'est pas le chef-d'œuvre que Kanye se plaît à annoncer à longueur d'interview. C'est pas non plus le sauveur d'un rap vaguement conscient susceptible de réveiller les foules, mais c'est bel et bien un album solide, très bien réalisé et surprenant pour un premier projet. À l'écoute de l'album, on comprend finalement le plan de Kanye, mêler ses fondamentaux de producteur rap aux recettes de la pop musique pour mieux toucher le grand public. Et on peut dire que c'est mission accomplie. L'album se vendra à plus de 450 000 exemplaires en première semaine, il remportera un Grammy Award pour ce succès aussi commercial que critique, et le mythe était né. Kanye a cru en sa vision jusqu'au bout, a apporté une énergie folle et une couleur musicale inédite, et pour la première fois de sa vie, il avait influencé la musique d'une force incommensurable. I know
Everybody asked me the question. They wanted to know, what kind? I know he's gonna wild out and he's gonna do something crazy. Everybody wanted to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Sur sa lancée, passant de beatmaker de l'ombre à star du hip-hop, Kanye va enchaîner en 2005 avec un autre projet, Late Registration. Yeah. And I heard him say, nothing's ever promised tomorrow today. From the shy like Tim, it's a harder way. So this is in the name of love like Robert say. Il expliquera que cet album est le deuxième chapitre d'une série qui souhaite conclure en 4 épisodes. The College Dropout, Late Registration, Graduation dont on reparlera, et Good Ass Job qui lui par contre ne sortira jamais officiellement. Ce plan en 4 parties est typique des ambitions grandioses de Kanye. Mais c'était peut-être aussi une façon de se protéger en quelque sorte. Je m'explique. The College Dropout représentait un tel succès pour Kanye, qui à l'époque n'avait rien à perdre, que répliquer cet exploit semblait presque impossible. C'était une pression de fou. Comment être sûr que Late Registration allait plaire au public? Surtout quand on sait que l'artiste voulait étoffer sa palette musicale et élargir ses horizons avec celui-ci. Comment être sûr que les gens n'allaient pas abandonner le nom de Kanye aussitôt qu'ils n'auront pas entendu ce qu'ils voulaient entendre à la suite de ce premier opus? Ben pour moi, en étalant une histoire en plusieurs actes, comme une série de films dont tu peux adorer le premier, détester le deuxième et attendre le troisième, tu t'assures une dernière chance, juste au cas où le deuxième projet fonctionne pas. Pourtant, on est tous à peu près d'accord pour dire que Kanye avait pas trop de soucis à se faire, et Late Registration sera également un immense succès et un album reconnu par la critique. Malgré ces quelques doutes cachés derrière un sourire éblouissant, la fierté, la confiance, l'optimisme démesuré et la détermination qui l'habitaient ne l'ont pas quitté. Elles sont même devenues son principal moteur, et ça se ressentira énormément sur Late Registration. Comble de tout, et certainement l'une des raisons principales de succès, pour la création de cet album, Kanye va croiser le chemin de John Bryan, un compositeur célèbre dans le cinéma américain, qui va justement l'aider à installer cet univers cinématographique dans son œuvre. Coproducteur du disque, le compositeur apporte quelque chose de monumental, qui n'étouffe jamais le grain particulier du son de Kanye West. Encore mieux même, ses orchestrations se révèlent en parfaite cohérence avec le personnage, qui oscille entre humilité, réflexion et flamboyance. Cette ambiance particulière va être le détail qui fera de ce projet une nouvelle pièce unique. Un effet de style accompagnant des morceaux tous aussi exceptionnels les uns que les autres, servi par une production millimétrée et des interludes appelés skits, qui ramènent en permanence à l'histoire que Kanye essaye de raconter. I've called this private meeting today because there is a imposter among us. There's an imposter among us. This brother right here has been out making beats on the side. Yes, he has. Pretending he's broke walking amongst us. This brother has been eating every day. Can you believe that? Eating every day. Mieux produit, plus fluide et mieux maîtrisé que son prédécesseur, la suite de The College Dropout est un disque qui ne se refuse rien, entre samples coûteux et envolées symphoniques qui lui donnent une nouvelle fois cet air de grand film épique. Malgré l'omniprésence des samples vocaux, qui est la marque de fabrique de Kanye, ne retenir que cet aspect serait une injure au travail titanesque abattu par Kanye West et John Bryan. Stop your crying, baby. I'll be late for that, baby, I wait for that. If you had a taste of that, you probably pay for that. I'm coming in when I feel like to turn this motherfucker up only if it feels right. On n'est plus dans une situation où Kanye West s'efface pour raconter son histoire à travers un alter ego. Cette fois-ci, on touche à un véritable storytelling qui mélange fiction et réalité. Il laisse également la place à d'autres intervenants sur le projet, notamment en multipliant les feats avec des grandes figures du hip-hop. Loin d'être inutiles, ces collaborations témoignent de la grande maturité artistique de Kanye, tant dans sa manière de structurer un projet que dans la gestion des participations extérieures. Late Registration est donc un album à deux facettes. Deuxième projet solo du rappeur et ébauche d'une première expérience collégiale d'un chef d'orchestre en devenir. Une double réussite et franchement, ça s'entend. Pour en revenir à l'histoire de l'album et à la cohérence de sa série musicale, Late Registration, que l'on peut traduire par inscription tardive, ramène le Dropout Bear sur les bancs de l'école. Un retour explicité par son entrée aux portes de la célèbre université de Princeton sur la cover. En étant plus terre à terre, c'est surtout sur cet album que la personnalité engagée et politique de Kanye West va fleurir, avec des morceaux comme le légendaire Diamonds in Sierra Leone ou Crack Music, un morceau touchant que j'adore, aussi vindicatif que revendicatif. Raise the murder rate in DC and Maryland. We invested in that, it's like we got Merrill Lynch. And we've been hanging from the same tree ever since. Sometimes I feel the music is the only medicine. So we cook it, cut it, measure it, bag it, sell it. The fiends cop it, nowadays they can't tell it. That's that good shit, we ain't sure, man. Put the CD on your tongue, yeah, that's pure, man. Malgré un succès critique et commercial qui le propulsera une nouvelle fois au rang de numéro 1, Kanye et ses positions assumées vont également lui apporter son lot de critiques, parfois justifiées et souvent pas du tout. Par ailleurs, Kanye West était souvent décrié pour paraître
être trop féminin vis-à-vis de la norme à l'époque. Ses polos roses et son extravagance ont certainement ouvert la porte à la moquerie gratuite, mais c'était surtout pour avoir évoqué son rapport aux femmes par l'angle de toutes les choses merveilleuses qu'elles lui ont apportées, et non en les objectifiant comme c'était beaucoup le cas ailleurs. C'était un des premiers rappeurs à combattre l'homophobie aussi, ce qui n'était pas une position facile à l'époque, surtout dans le rap. Une attitude et des positions fortes qu'il a promis de toujours conserver, comme lui a appris sa mère. Et il va d'ailleurs lui rendre un hommage magnifique dans le morceau Hey Mama, qui est un des plus beaux morceaux de sa carrière et qui conclut merveilleusement l'album. Mom, why don't you come up and sit right here so I can perform it? Hey mama, I wanna scream so loud, 'cause I'm so proud of you, and let me tell you what I'm about to do, mama. I know I act a fool, but I promise you I'm going back to school, and I appreciate what you allow for me, and I just want you to be proud of me, and yeah. On est donc en 2005 et Kanye vient de passer 2 ans qui ont dû sembler lui durer 2 semaines. Et tout s'est accéléré pour lui. 2 albums considérés comme des classiques dès leur sortie, la notoriété qu'il avait toujours cherché à atteindre, un épanouissement gigantesque dans le milieu artistique qui le passionne depuis tout petit, bref, une histoire magnifique et un statut qui va lui permettre enfin de faire entendre sa voix. Notamment sur un sujet qui marquera une grande partie de sa carrière, les droits de la communauté afro-américaine et plus largement des personnes noires à travers le monde. Sur les traces de son père et même de sa mère en vrai, il va se montrer extrêmement engagé, ce qui va donner lieu à des situations lunaires dont tout le monde se souviendra, même des années plus tard. Le premier dérapage, si on peut appeler ça ainsi, moi je trouve qu'il a finalement plutôt bien fait, c'est la fois où il sera appelé par la chaîne NBC pour présenter un concert caritatif en soutien aux victimes de l'ouragan Katrina au sud-est des États-Unis. À la Nouvelle-Orléans, ville marquée par des années de ségrégation, cette catastrophe a surtout touché la communauté afro-américaine, plus amplement touchée par la pauvreté et presque abandonnée à son sort le jour de la tempête. Un désastre vu comme une négligence pour beaucoup et qui va révolter beaucoup de noirs américains, à commencer par Kanye West évidemment, qui va troquer son discours bien écrit par la NBC pour tenir un discours mémorable. I hate the way they portray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. You see a white family, it says they're looking for food. George Bush doesn't care about black people. On peut déjà voir sa propension à improviser et à plonger pleinement dans l'élaboration de ses idées, quitte à parfois être maladroit. Une nouvelle fois, il avait prouvé qu'il serait toujours fidèle à ses propos, quoi qu'il arrive. Et le fait est qu'à cette époque, avec ce discours direct et sans détour, on est forcé d'admettre qu'il était dans le vrai. Malgré tout, le fait qu'il soit à ce point incontrôlable a effrayé les médias, qui se sont pressés de couvrir l'affaire, divisant la population sur le cas de Kanye West. Quoi qu'il arrive, cette réaction ne l'a pas découragé et il a continué à défendre les opprimés autant qu'il le pouvait. C'est une part de sa musique et de son discours que les gens ont trop tendance à oublier aujourd'hui. Et c'est dommage parce que c'est souvent hyper juste et hyper touchant. Bref, entre polémique et intervention aussi houleuse qu'engagée, Kanye va mettre 2 ans à préparer le 3e épisode de sa série d'albums. Et c'est d'ailleurs celui-ci qui m'ouvrira enfin à son travail, l'immense Graduation. Good morning. Good morning. Encore une fois, le projet tranche avec ses prédécesseurs, tirant cette fois-ci sa source dans l'imagerie et les couleurs vives de la culture nippone. Tout y fait référence, à commencer par la cover et plus largement la direction artistique empruntée pour Graduation. Et c'est logique puisqu'elle a été réalisée par nul autre que Murakami, artiste plasticien qu'on surnomme le Andy Warhol japonais. Rien que ça. Et vous le connaissez forcément, même sans le savoir, notamment grâce à cette fleur iconique dont il a fait son étendard. C'est une dinguerie comment Kanye West arrive toujours à trouver la personne qui va réussir à traduire avec exactitude la vision artistique qu'il avait en tête. C'en est presque flippant. Kanye a pris tout ce qui faisait le charme des 2 précédents albums pour atteindre un niveau jamais atteint auparavant. Et ça s'est exprimé à travers une proposition vraiment réconfortante, optimiste, colorée et portant un tas de valeurs positives. Les sonorités n'ont jamais été aussi énergiques et pop, mais ça n'a pas empêché Kanye d'être reconnu comme l'un des meilleurs rappeurs de sa génération. I need a stylist. When I shot so much I can speak Italian. I don't know, I just want it better for my kids. And I ain't saying we was from the projects, but every time I want to lay away or deposit, my dad'll say when you see close your eyelids. Ça y est, le Dropout Bear est diplômé et il s'échappe par la bonne porte cette fois de l'université qu'il a fréquenté pendant tout ce temps. Kanye West aussi prend du grade et il est enfin devenu la superstar incontestable qu'il a toujours souhaité devenir. On peut lier cette métaphore de l'obtention du diplôme au fait que Kanye ait grandi. On l'a senti progressivement dans les textes et dans les combats qu'il menait, mais aussi parce que notre protagoniste a désormais une trentaine d'années. Il a plus grand chose à voir avec le gamin qui a débarqué à New York la tête pleine de rêves. Maintenant il peut se permettre de sampler les plus grands génies de la musique et de légitimement rivaliser avec eux, dans son style toujours aussi flamboyant. Changer de voix pour toucher d'autres publics ? Non. Avancer simultanément sur chaque style pour être inévitable et composer des chansons qui pourront faire vibrer des millions de personnes à l'unisson ? Oui.
Le rappeur n'en est donc plus à s'émerveiller de sa success story, qui en une poignée d'années l'a emmené du circuit indépendant du rap de Chicago jusqu'aux hautes sphères du Billboard. Désormais, Kanye West voulait toucher à l'universel. Et il a réussi, une sorte de consécration après des années de labeur, et avec Graduation, c'est vraiment de ça dont il est question. Franchement, cet album a tellement de classiques disruptifs qui ont changé la direction qu'a pris le rap que c'est presque, selon moi, l'un des albums les plus importants de l'histoire du hip-hop. Évidemment, comme je dis toujours, le changement fait peur, et malgré des morceaux clairement étiquetés rap, des titres comme Stronger ou Flashing Lights, qui sont de loin les plus populaires du projet, ça a divisé la communauté rap. C'est dur à expliquer, mais avec ce florilège de synthé, de percussions et de piano, Kanye arrive à mêler des morceaux poétiques et sentimentaux avec d'autres qui sont clairement pop et dansants. Mais tout était cohérent. I Wonder, par exemple, c'est un morceau qui arrive à faire les deux. Kanye mélange son flow cadencé avec une production exceptionnelle et un sample entêtant, et faut avouer que c'est une merveille. Si vous voulez vous faire une petite idée de Graduation, dites-vous simplement que tout l'album suit ce modèle, mais qu'aucun morceau ne se ressemble. Personnellement, je suis pas fan de tous les morceaux, notamment ceux qui lorgnent le plus vers la pop, mais ceux qui m'ont accroché l'oreille, je peux vous assurer qu'ils font partie de mes morceaux préférés de tous les temps. Cet éclectisme musical permet à n'importe qui d'aimer l'album, chacun pour une raison différente, et c'est quelque chose qui a permis à Kanye de donner un large accès à son discours. Le truc derrière tout ça, c'est que Kanye avait le sentiment que les gens ne comprenaient pas vraiment ses textes ni la complexité de ses rimes sur les deux premiers projets. Alors il a décidé de combiner un sens profond avec une production et des schémas de rimes plus accessibles. Une stratégie que je respecte, surtout si c'est le message qui importe, et il faut avouer que ça a été plutôt un bon move. En effet, l'album s'est tout de même vendu à près d'1 million de copies dès la première semaine, ce qui a d'ailleurs été très mal perçu par les puristes qui avaient du mal à voir leur musique évoluer aussi nettement vers ce genre de proposition. Malgré les innombrables succès qu'obtiendra Kanye au fil de sa carrière, c'est plutôt logique que Graduation soit sa plus grande réussite en termes de vente. Parce que si l'album est rempli du nouveau train de vie excessif de Kanye, on y retrouve aussi pas mal de doutes de soi et de mélancolie. On s'identifie très facilement à ce discours, Graduation étant comme une sorte de crise existentielle qui le rend très ambivalent, mais surtout plus profond qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. Here we go again. Everybody saying what's not for him, but everything I'm not made me everything I am. Bref, encore un succès phénoménal qui n'annonçait que du bon pour la suite de cette odyssée musicale. C'est un 4e épisode exceptionnel qu'on était en droit d'attendre avec Good Ass Job, le final de sa série qui serait, lui, axé vers un univers comique que tout le monde était impatient de découvrir, surtout avec la personnalité fantasque de Kanye West à l'époque. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Our new developments into plastic surgery death of hip-hop artist Kanye West's mother. The doctor who performed surgery had appeared on the Oprah Winfrey Show as an expert a few years ago. However, as Action News has confirmed, he has a questionable medical and legal record. That's the doctor. All this comes as the autopsy on West's mother is going on right now. Health Check reporter Nita Brickman is here now with more details. Avec la mort prématurée de sa mère et la fin de sa relation avec sa fiancée, qui en est sûrement une conséquence directe d'ailleurs, Kanye plonge du bonheur complet à un désespoir profond. Une chute brutale qui sera le prémisse de ses tortures psychiques et dont il ne va jamais vraiment pouvoir se rétablir. Kanye a ressenti énormément de culpabilité vis-à-vis de la mort de Donda. Il avait le sentiment de l'avoir laissé de côté pour mettre un accent sur sa carrière et il va développer une haine de lui-même absolument inouïe. Le personnage du super vilain que Kanye incarne depuis ce jour, exacerbant encore plus l'ego et la mégalomanie qu'il caractérisait, ça découle directement de cet événement. Et ce revirement de personnalité était plus une carapace qu'un simple changement de direction artistique. Ce jour-là, Kanye a réellement perdu son humanité. Il va tout de même assurer sa tournée pendant plusieurs mois, lui permettant d'effacer épisodiquement cette noirceur qui grandissait en lui. En plein déni, il était impératif de trouver une façon de purger ses démons. Il fallait que Kanye trouve un exutoire avant qu'il ne soit trop tard, et il va exprimer sa tristesse de la manière dont il avait toujours su le faire, à travers la musique.
plus rien n'a de sens, ils veulent faire savoir, et de cette déchirure est né 808 and Heartbreak. L'introduction de l'album, Say You Will, laisse battre un électrocardiogramme lent et saturé en guise de métronome. Le ton est donné, le cœur de Kanye est brisé, faible, et sans même que l'on ait écouté le morceau plus de 15 secondes, on sait déjà de quoi il va en retourner. Bon, c'est vrai que le nom de l'album, la cover et le contexte nous avaient mis la puce à l'oreille, mais c'est tout de même une belle mise en abîme. Cela dit, il y a plusieurs choses dans ce projet auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Déjà, pour la première fois, on avait pu entendre un rappeur chanter sa peine sur tout un album, affichant ses émotions sans aucun filtre. Sur le chemin, il va également trouver en guise de compagnon d'infortune un autre rappeur qui débutait à peine sa carrière, Kid Cudi, qui va l'accompagner sur le titre Welcome to Heartbreak. C'est déjà fou d'inviter quelqu'un d'autre sur un projet aussi personnel, mais quand je vous disais qu'il s'entourait des bonnes personnes à chaque fois, c'était pas une blague, il a une vision hors du commun. Ce morceau magnifique laisse planer les interrogations lugubres de Kanye West, qui se demande comment sa vie a pu dériver à ce point. Il se rend compte, dans une prise de conscience froide, que même avec tous les millions en sa possession, il a perdu sa seule vraie richesse sans rien avoir pu faire pour empêcher ça. Plus globalement, l'album est chargé de toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on est dans une tourmente aussi forte. Mais puisque Kanye ne fait quasiment jamais dans le cliché, il va ajouter deux nuances à cette crise existentielle. Tout d'abord, il va se servir de la TR-808, une boîte à rythme analogique extrêmement populaire dans les années 80 à 90. C'est un outil qui s'inscrit entre le hip-hop et la musique électronique, et il n'y avait donc pas de meilleur candidat quand on voit la direction artistique que prend l'album. Il va la remettre au goût du jour, créant un renouveau total dans l'industrie, mais ça va surtout montrer l'attachement de Kanye au son lui-même. Il a voulu apporter un son organique au possible, aussi authentique que la dépression qu'il traversait, ce qui justifie fortement cette utilisation de techniques et d'outils d'enregistrement traditionnels. In the coldest winter, goodbye my friend, will I ever love again? Memories made in the coldest winter. La deuxième nuance que vous avez pas pu louper, c'est l'omniprésence de l'autotune, qui accompagne l'artiste sur les 12 titres de l'album. C'est quelque chose qui était déjà présent dans la musique de Kanye, par petites touches. Mais jamais personne n'avait autant forcé sur l'autotune au point d'en faire la caractéristique principale de son projet. C'est un choix qui va parfaitement coller avec les productions électroniques de 808 and Heartbreak, et le résultat va évidemment en déranger plus d'un. L'album est loin de faire l'unanimité. Personnellement, mis à part quelques fulgurances qui me donnent des frissons encore aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à l'écouter. Mais je pense que c'est parce qu'il est très expérimental et que j'avais pas la maturité nécessaire pour le comprendre à sa sortie. Je comprenais toujours pas l'anglais et les peines de cœur, ça arrivera bien après. Mais j'étais vraiment pas le seul à critiquer le projet. Et à l'image d'autres albums en rupture totale avec leur époque, 808 and Heartbreak ne sera compris et adulé que bien plus tard. Dans ma tête, il représente un point précis de l'histoire de la musique. Il a été copié des dizaines de fois par la suite, mais j'ai beaucoup de nostalgie en l'écoutant. Ça ancre vraiment une époque, je trouve. C'est indéniable donc, au fil des années, il deviendra un album encore plus influent que les précédents. Et franchement, c'était pas une mince affaire après les révolutions qu'il avait déjà pondues. Pour une fois, dire qu'un projet avec 15 ans d'avance, c'est pas une phrase bateau. L'expression de ses sentiments les plus sombres et intimes, qui sera la ligne conductrice première de tous les artistes qu'il a enfantés, c'était pas forcément une facette de Kanye West qu'on avait l'habitude d'entendre. Je vous invite vraiment à découvrir l'album par vous-même. Encore aujourd'hui, il est surprenant, mais il est superbe. C'est une réelle expérience, on est confronté à toute sa tristesse et son désespoir à travers une rythmique et des sonorités étranges qui s'y prêtaient pas du tout. Street lights glowing happen to be just like moments passing in front of me. So I hopped in the cabin, I played my fair. See, I know my destination, but I'm just not there in the streets. Cette descente mentale aux enfers va réellement impacter Kanye et sa façon d'interagir avec le monde. Il va être en roue libre à cette période, mélangeant célébrité grandissante, mégalomanie et dépression. Publiquement, c'est une bombe à retardement, et il semble s'exprimer encore plus librement qu'auparavant. Il en avait juste plus rien à foutre de rien, et aujourd'hui, en vrai, je vois ça comme des appels à l'aide. Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
Même si je suis d'accord avec lui, cette vidéo elle me remplit de gêne. Ça montre parfaitement à quel point Kanye West perd toute notion de la réalité et agit comme si rien n'avait de conséquences. La séquence a fait le tour du monde. Courant 2009, Kanye est donc enlisé dans une tempête médiatique et devient immédiatement un paria. Sa tournée avec Lady Gaga est annulée, les médias l'incendient et même le président Obama le qualifie de bouffon. À partir de là, l'état mental de Kanye ne fera que sombrer davantage. Tout le monde le remarquait et comme un ras-le-bol, il va songer à arrêter sa carrière, abandonnant définitivement la musique. Le truc c'est que tout comme on peut pas vraiment échapper à ses démons, la passion est jamais quelque chose qu'on peut abandonner non plus. Il va voyager pendant de longs mois à travers le monde, prendre sur lui et surtout réfléchir à une façon de revenir sur le devant de la scène. Alors après mûre réflexion, dans toute la simplicité qu'il caractérise, il va se mettre en tête de réaliser le meilleur album de la décennie. Véritable sursaut d'orgueil de son auteur, le disque va se nourrir de ses échecs et de ses difficultés pour mieux retourner le grand public contre les critiques. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir détester un artiste capable de sortir un album parfait? Voilà un peu l'idée qu'on pourrait presque lire entre les lignes. Pour ça, il est parti chercher tous les génies musicaux dont il avait besoin. Une équipe composée des plus grandes pointures qu'on pouvait trouver à l'époque, chacun dans leur style, et il va les emmener avec lui à Hawaï pour accomplir cette nouvelle lubie. Une lubie qui aura plutôt des allures de fantasme, qui permettra de transformer la controverse et le chaos en une force insubmersible. Et il appellera ce nouveau projet My Beautiful Dark Twisted Fantasy. And I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. Le voilà donc en studio à l'autre bout du monde avec Mike Dean, Jay-Z, Pusha T, Elton John, Nicki Minaj, Kid Cudi, et que vous le vouliez ou non, leur proposition artistique n'a presque jamais été aussi belle que dans cet album. Un casting ultra dense et éclectique que seul un artiste comme Kanye pouvait légitimement réunir, tant il symbolise son ancrage sur presque 2 décennies musicales. Malgré ce nombre hallucinant de collaborateurs avec tous de très fortes personnalités créatives, et encore je les ai pas tous cités, l'album est on ne peut plus personnel. Avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye fait une sorte de point sur soi, sur son histoire, en se dirigeant vers la rédemption dont il avait infiniment besoin. Kanye West n'est plus. Ses ultimes paroles dans Power au début de l'album évoquent son envie de sauter par la fenêtre et tout abandonner, tandis que les sonorités funèbres d'Elton John au début d'All of the Lights démontrent cette mort métaphorique du protagoniste. C'est ainsi qu'il a pu renaître de ses cendres pour terminer cet album sublime, reconnu unanimement comme le meilleur album de Kanye. C'est son album le plus abouti artistiquement, embrassant parfaitement son personnage de super vilain de l'industrie, que les médias ont érigé en monstre. Il a été un héros sur Graduation, il a été brisé sur 808 and Heartbreak, il fallait maintenant laisser place au génie maléfique de Kanye, à l'anti-héros ultime qui allait continuer à révolutionner la musique autant qu'il le voulait. Avec des productions sublimes tirées sur la longueur, des chœurs épiques, des transitions imperceptibles et une utilisation étonnante des instruments, c'est déjà l'une des plus belles œuvres musicales qui m'a été donnée d'écouter. Pour beaucoup, les textes sont aussi l'une des grandes raisons de cette réussite. Mais je reste persuadé que ce sont les musicalités empruntées sur le projet qui donnent tout son corps à l'album. Ce ton merveilleux, presque féerique et fantomatique à la fois, mélangeant toute la complexité de Kanye West à ce qu'il a dû affronter, tout ça offre un voile de beauté à ses paroles touchantes et rend le discours d'autant plus émouvant. C'est pas l'album qui a été le plus influent, et encore ça se discute, mais c'est surtout parce que c'est impossible de répliquer ce qui a été fait sur ce projet. Kanye passait ses nuits à peaufiner chaque morceau de l'album, à consulter ses pairs et à faire de chaque texte un poème exceptionnel. Là où tout le monde se reposait après des sessions studio déjà interminables, lui il passait la nuit à ajuster chaque détail pour faire de ce tableau la pièce maîtresse de sa carrière. Les témoignages des artistes présents à Hawaï parlent d'un Kanye West hyperactif, qui se repose à coups de micro-sieste sur les canapés des studios. Il ne dort donc jamais dans un lit, encore moins à l'hôtel mis à disposition des invités, puisque chaque instant passé loin du studio est une opportunité manquée pour lui et son perfectionnisme maladif de trouver l'amélioration qui fera de My Beautiful Dark Twisted Fantasy le chef-d'œuvre qu'il imaginait. Il se plongeait littéralement dans le travail, il pouvait pas trouver plus exaltant que ça. Et franchement, ça s'est ressenti. Pourtant, malgré ce comportement presque autistique, on est loin de l'image du personnage égocentrique qu'on pourrait se faire de lui en studio. Les témoignages semblent même plutôt indiquer le contraire, puisqu'apparemment il était ouvert à toutes les remarques et tous les conseils. Et ça pouvait autant venir des génies qui l'entouraient là-bas que d'un simple livreur avec qui Kanye va s'entendre le temps d'une discussion. Et je trouve ça encore plus fou justement. Si l'album a été réalisé collectivement en faisant écho à toutes les personnes qui ont eu une fois la chance de l'écouter, c'est paradoxalement l'un des albums les plus personnels de Kanye, dépeignant sa propre fantaisie torturée et tout ce qu'elle contient. L'album est donc un portrait
portrait des extrêmes de sa vie et de sa condition de légende vivante, mais aussi de simples citoyens afro-américains sur certains aspects. C'est pour ça que l'album peut aller d'une critique des injustices sociales aux États-Unis, sur l'ironique Gorgeous notamment, à une comparaison de son ex-muse Amber Rose au diable sur Devil in a New Dress. Kanye est tiraillé par la vision manichéenne de sa propre réalité, qu'on peut entrevoir avec son illustration personnelle de la dualité entre bien et mal sur Hell of a Life. Cela dit, au-delà de l'indétrônable Runaway, c'est bel et bien le récit de Blame Game qui m'a le plus touché. Un morceau qui a définitivement fait de Kanye l'un des plus grands paroliers de l'histoire de la musique, sans compter le refrain incroyable de John Legend, dont la légèreté accompagne ce chaos mental qui dure près de 8 minutes. Let's play the blame game. I love you more. Let's play the blame game for sure. Let's call our names. I hate you more. Let's call our names for sure. L'album dépasse les attentes les plus folles du public, alors qu'il est pourtant l'un des albums les plus attendus de l'année. Les critiques sont unanimes, en évoquant immédiatement un chef-d'œuvre qui va marquer son temps. Pitchfork, le média américain de référence en matière de critique musicale, lui accorde l'honneur rare de recevoir un 10 sur 10 dès sa sortie, alors que ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas attribué cette note. Pareil pour le magazine The Source, qui n'a donné la note maximale qu'à une quinzaine d'albums tout au plus, et My Beautiful Dark Twisted Fantasy en fait partie. Avec une telle réussite critique, il l'avait son meilleur album de la décennie. Kanye est de retour et atteint une nouvelle fois la consécration. Il a prouvé qu'il était excellent peu importe le registre, et ça lui permet d'asseoir sa suprématie sans que personne ne puisse le contredire. Ce qui est également révolutionnaire dans My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est qu'il dépasse largement le prisme de la musique. On l'a vu, il est riche musicalement, s'appuie sur des textes intelligents et des sujets sensibles, mais c'est pas parce que c'est de la musique que ça ne doit rester que de la musique. Ainsi, il va confier une mission particulière à l'artiste George Kondo, qui sera chargé de faire de la pochette de l'album une véritable œuvre d'art, le jusqu'au boutisme de Kanye West dans toute sa splendeur. Je veux pas vous faire l'historique complet de toutes les covers que Kondo a pu illustrer pour My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mais la cover finale de l'album me touche tout particulièrement. Le phénix nu chevauchant Kanye. Un tableau évocateur fragmenté entre un sphinx, un phénix et une harpie. Kanye West voulait sans doute avoir un phénix pour exprimer la résurrection vécue dans cet album, le sphinx certainement pour susciter le mystère et les interrogations qui l'habitent, et la harpie pour expliciter les fantômes qui le hantent, ou les médias qui le harcèlent sans cesse. De plus, étant connu pour être au cœur des polémiques, il avait enfin trouvé l'image à interdire qu'il recherchait. Pour preuve, ça marche. La cover sera bannie, d'abord par iTunes, Spotify, puis par tous les États-Unis. Un nouveau coup de maître qui fera inévitablement parler de l'album. Finalement, la peinture sera pixelisée et gardée pour la cover. Pour vendre l'album, cette version censurée semblait plus appropriée. Les pixels évoqueraient l'échec de Kanye West face à la surexposition, impliquant une question beaucoup plus profonde. Est-ce qu'il est encore possible de faire de l'art dans un monde où tout est controversé? Bref, selon moi, Kanye ne réussira plus jamais à atteindre ce niveau de perfection dans un projet. C'est dire à quel point il est exceptionnel sur tous les points. Et l'histoire de My Beautiful Dark Twisted Fantasy a beau être au paroxysme de l'intimité, chacun peut interpréter ce qui est raconté et transposer le récit sur sa propre vie. En racontant son insatisfaction éternelle, la vacuité de sa célébrité et de sa richesse, en romançant la controverse et la décadence de sa vie professionnelle et personnelle, Kanye West a su accoucher de l'album le plus iconique et important des années 2010. Une affirmation qui ne fait même plus débat 15 ans après. Et preuve en est, My Beautiful Dark Twisted Fantasy me fascine comme au premier jour. C'est l'un des seuls albums que j'écoute encore sous ce format et non pas en piochant quelques morceaux pour les mettre dans ma playlist. Malgré tout, j'ai beau prendre l'album tel que Kanye l'avait imaginé, je pense qu'on le comprendra jamais réellement. Tant son propos et son univers échappent au commun des mortels. Au bout de l'écoute, on comprend juste que le monstre haïssable est mort pour laisser place à un homme assumant autant sa part d'héroïsme que d'imperfection. En 2011, Kanye va étonnamment enchaîner assez rapidement avec Watch the Throne, un album commun avec son mentor Jay-Z, qui même si j'en suis pas très fan, n'est pas exemple de classique. L'album a bien vieilli, surtout la première moitié, et il est loin d'avoir été oublié comme beaucoup de mixtapes collaboratives. Watch the Throne est rempli de morceaux iconiques que les gens adorent encore aujourd'hui, et par exemple, il est impossible que vous ayez jamais entendu ce morceau. That shit crack.
par la nouveauté qu'il apporte, beaucoup disent que cet album, dans son imagerie et dans son discours, a ouvert la voie à la culture noire moderne. Je fais que rapporter la chose, beaucoup y étaient réticents, affirmant qu'on abandonnait les vraies valeurs du hip-hop pour une mise en avant bête et méchante de l'argent et d'un train de vie luxueux, ce qui finalement sera une norme, voire un modèle dans les années suivantes. Mais le fait que ce soit fait par Jay-Z et Kanye West, qui pour le coup vivaient vraiment ce train de vie extravagant tout en prenant une personnalité égocentrique, ben ça marchait bien, très bien même. Luxury rap, the Hermes of verses, sophisticated ignorance, write my curses in cursive. I get it custom. You a customer, you ain't custom to going through customs, you ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house got them showing out. I'm done, I hit you up, man, nah. On peut pas nier la réalité, Kanye West a bel et bien influencé toute la nouvelle génération d'artistes qui allaient prendre la main sur l'industrie. De J. Cole à Travis Scott, ou même dans un spectre musical aussi large que Kendrick ou DJ Khaled, qui l'ont tous revendiqué d'ailleurs. Et Kanye, dans le narcissisme qui le caractérise, il a jamais vraiment eu peur de sa progéniture, ou du moins c'est ce qu'il affirme, puisque ce sera toujours gravé dans le marbre que c'est lui et personne d'autre qui a ouvert cette voie. Ça, c'était vrai jusqu'au jour où un rookie nommé Drake est venu bousculer son monde, avec des ambitions au moins aussi grandes que celles de Kanye, et des thèmes assez proches de ceux de ce dernier pour qu'il se sente vraiment menacé. Drake, au début de sa carrière, c'était quelque chose, même si aujourd'hui c'est vrai qu'on le connaît plus pour être un monstre commercial, qui surfe sur toutes les tendances en compagnie des artistes en train de monter. Au début, c'était une de ses futures têtes d'affiche en rupture totale avec l'industrie, et qui allait influencer du monde. Finalement, faire Watch the Throne en compagnie d'une des plus grandes figures du hip-hop, c'est rappeler sa supériorité aux nouveaux arrivants, montrant qu'il compte bien encore régner longtemps sans partage. Heureusement, Drake en est totalement conscient. Kanye est certainement sa plus grande influence d'ailleurs, ça s'entend à des kilomètres. Il le voit comme un mentor spirituel, mais encore plus fort que ça, il le voit comme un dieu. C'est pas moi qui le dis, ça sort de sa propre bouche. Et cette figure de dieu, Kanye, lui, ça va vite lui monter à la tête. Anything in life that you put your mind to, you can do. The world is your oyster. That's all I tell people. And I really have a grasp of that being that I nearly died. It's this and it's heaven. While you're on earth, especially if you're not incarcerated, you got to take advantage of this. I'll be 60, 70, 80 years old, still doing conferences, still doing what I can to help young kids, whether it's in music, whether it's film, whether it's just motivation, kids that don't have fathers. Like, I feel like I'm a father to a lot of people. My music speaks to them. It's a male role model to a lot of kids that don't have a father. Now that I see that I'm successful, it's my responsibility to help as many people as I can. I am a God. God. I played Good Life, and he was like, who's that singing right there? I like that voice. It was my voice. He gassed me up. Next thing y'all know, y'all had me in the night of here. I was like, Michael Jackson told me I could sing. Fuck all y'all, you know? The thing I respect about him is he is the same person. Like, he interrupted our studio session and stood on the table and started rapping. And we were like, could you please get down? So yeah. Kanye doing that, just him being Kanye, being the genius that he is. And but he was like, no, I am the savior of Chicago. I was like, no, couldn't even have a record. I've been blessed to know Kanye West before he became the Kanye West. And I got a call, yo, come to New York. I was like, oh man, I'm like, Ye. I do look up to Ye, a major influence, if not the biggest influence in my career. Just like being there for me, man, like really mentoring, you know, really believing in me. Kanye is, I think, responsible for a lot of hip hop being about the inside rather than the outside. He's Kanye, he done brought the world great music for a long time and will continue to do so. I am a God, hurry up with my damn massage, hurry up with my damn menage, get the Porsche out the damn garage. Dire que Kanye West a influencé toute la génération qui l'a suivi, c'est un euphémisme. Mais ça en est arrivé à un tel point, à la fois acclamé par la critique et adulé par tous les plus grands artistes, que pour un homme avec autant d'ego, ça peut vite prendre des proportions stupides. Avec sa nouvelle stature de super vilain seul contre le monde, un génie que le public adore détester et qui n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une réponse à l'image de monstre que les médias ont voulu faire de lui, bah il va continuer à dire et faire des choses absolument lunaires. La rédemption de My Beautiful Dark Twisted Fantasy a été de courte durée, et peut-être que si l'album avait pas aussi bien marché, il en serait pas à jouer les narcissiques illuminés aujourd'hui. Les médias ont eu beau s'acharner à chacune de ses nouvelles interventions, tout le monde y est allé de son commentaire pendant des jours et des jours, Kanye n'a pour ainsi dire pas perdu de fans. Il a continué à être aussi populaire et je pense que c'est avant tout grâce à sa musique, ce qui est d'ailleurs encore le cas près de 15 ans plus tard. C'est typiquement le genre de mec à qui le public est prêt à tout passer pour continuer à entendre les dingueries qu'il avait à offrir. Et je m'inclus dedans, hein. Un tel statut lui a fait pousser des ailes et en endossant les responsabilités d'un dieu, il allait vite faire face aux limites d'un mortel.
Après des années entre succès et polémique, un nouvel élément allait marquer sa vie. En 2013, sa nouvelle fiancée Kim Kardashian, qui était surtout connue pour être une star de télé-réalité à l'époque, elle allait mettre au monde le premier enfant de Kanye West, North. Alors que la naissance était proche, le rappeur va en profiter pour sortir son 6e album studio, Yeezus. Référence directe à son nom mélangé à celui de Jésus, et donc à son complexe de Dieu grandissant. Selon ses propres mots, Yeezus est plus un projet expérimental rempli de synthé et de basse qu'un disque rap voué à faire naître des hits. Pour son public, et surtout les fans de la première heure, c'était presque un signe d'abandon envers le monde du hip-hop et les valeurs de cette culture. Et franchement, il y avait de quoi avoir peur. On se retrouve face à un mix de sonorités techno et métalliques distordues, qui est dur à encaisser même pour un public qui est habitué à être décontenancé par Kanye. Si vous aviez patienté des années pour découvrir la prochaine tendance qu'allait installer Kanye et que vous tombiez sur On-Site en introduction, honnêtement, je peux comprendre le réflexe de se braquer. Heureusement, il réussit à sauver la plupart des morceaux grâce à son flow et ses textes toujours aussi percutants, et vous vous doutez bien qu'avec un peu de recul, cet album aussi a été extrêmement influent. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est certainement l'album le plus influent de tous, du moins en ce qui concerne les artistes que j'écoute encore le plus à ce jour. Il a enfanté directement tout l'âge d'or du SoundCloud US, je peux pas m'empêcher d'entendre le même travail de voix que sur celle de Travis Scott quand j'écoute la fin de New Slave par exemple, et je peux pas nier le fait que le son de Carti et de tout Opium soit directement issu d'Yeezus. La distorsion sombre qui résonne sur l'album fait encore écho sur des projets qui sortent en 2024, mais je dois avouer que, pour moi, Yeezus est moins flamboyant que les autres, on y revient moins souvent, que ce soit par manque d'accessibilité ou de morceaux qui sortent vraiment du lot. Évidemment, j'adore Black Skinhead, I Mean It ou Blood on the Leaves, mais l'écoute n'est pas aussi agréable et fluide que pour ses autres œuvres, il faut le dire. Peut-être que cette fois-ci il a voulu aller trop loin, mais en signifiant dès le départ qu'il allait s'agir d'un projet expérimental, Kanye en était certainement conscient aussi. Pourtant, il y a toujours une belle ambivalence dans le projet. Entre des interludes angéliques et des basses démoniaques, Kanye se présente souvent comme vulnérable là où la production est agressive, voire presque abrasive. C'est un beau parallèle que je n'ai compris que quelques années plus tard, quand le projet commençait à être un peu plus abordable pour moi. Il voulait aussi certainement se détacher des artistes qui s'étaient un peu trop inspirés de ses travaux précédents, et qui prenaient toute l'essence de Kanye West pour en faire quelque chose d'encore plus abouti, de plus efficace, et qui, par conséquent, gagner du terrain. Yeezus a permis de prouver encore une fois qu'il a toujours une longueur d'avance, que même les plus jeunes ne pourront pas être aussi inventifs que lui, et l'impact à long terme du projet ne vient que confirmer ce postulat. Bound 2 vient sauver tous les espoirs en clôturant l'album, faisant la parfaite jonction entre l'œuvre classique de Kanye et le futur qu'il a voulu nous faire entrevoir un peu trop tôt. Honey. All them other niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Cela dit, la question de la limite créative de Kanye qui était posée à l'époque, elle n'était pas seulement due à ce virage surprenant. Non, il y avait de très bons morceaux dans Yeezus, mais c'est surtout à partir de là qu'on a commencé à pointer du doigt son état mental, qu'il menait à des craquages toujours plus intenses. Et bizarrement, cet ego qui caractérisait si bien son personnage, cette arrogance démesurée inhérente à sa personne, c'est peut-être un bon mindset dans certains cas, mais dans beaucoup d'autres c'est surtout catastrophique. Ça renforce son sentiment d'incompréhension, il n'y a quasiment aucune remise en question, et le fait de se sentir supérieur et omniscient, ça le pousse surtout à s'écarter progressivement de toutes les personnes qui l'entourent ou qui l'aimaient. Il y avait beaucoup de contradictions dans ses discours, tout était confus, et presque trop passionnel pour pouvoir être vraiment intelligible. Typiquement, quand un journaliste a pointé du doigt le fait que Kanye dénonce les grandes corporations tout en promouvant des marques comme Nike ou Adidas, il s'est directement braqué. C'était le Louis Vuitton Don quand même. Et il est toujours aussi connecté au monde de la mode aujourd'hui. C'est vrai que c'est hypocrite dans un sens. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de la dissonance cognitive dans laquelle baigne Kanye West. Ce surplus d'ego lui a également valu de défendre Yeezus avec beaucoup de virulence auprès des journalistes. Kanye n'était pas numéro 1 pour la première fois de sa vie, et ça a sûrement déclenché une grosse frustration vis-à-vis de l'image démesurée qu'il avait de lui-même. Pour le coup, face à tout ça, il y a un autre enseignement de sa mère qui aurait pu lui servir énormément. The main thing is getting to do something that you really love to do. But you know what, I was thinking about something I was going to say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. Come off a little arrogant even though you're humble and everything. But it'd be important to remember that the giant looks in the mirror and sees nothing.
tous les autres voient le géant. C'est ce qu'expliquera Donda à son fils pour clarifier sa pensée. Mais le géant ne doit surtout pas se contempler, il doit libérer son ego et refuser d'être happé par son propre reflet. C'est un moment intime et instructif, l'une des 2 scènes de Genius qui illustre le rôle primordial joué par Donda dans la construction de Kanye West, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'icône de la musique. À voir ces images, on comprend aussi pourquoi sa mort en 2007 a autant bouleversé la carrière de Kanye, et comment ça a pu l'amener à des dérives aussi importantes. Elles sont là les limites du mortel qui vont le destituer de son statut de divinité. Il faut pas oublier que c'est avant tout un fils meurtri, perpétuellement rattrapé par des blessures qui n'ont jamais vraiment eu le temps de guérir. Mommy got the trainer wheel so I can keep on my bike, and you would give me anything in this world. Michael Jackson leather and the glove, but didn't get me on curl. And you never put no man over me, and I love you for that, mommy, can't you see? 7 years old, caught you with tears in your eyes, cause a nigga cheating, telling you lies. Then I started to cry as we knelt on the kitchen floor. I said, mommy, I'ma love you till you don't hurt no more. And when I'm older, you ain't gotta work no more, and I'ma get you that mansion that we couldn't afford. See, you're unbreakable, unmistakable, highly capable lady that's making loot, a living legend too. Just look at what heaven do, send us an angel, and I thank you, mama. Vous l'aurez remarqué, je fais abstraction des feats et des singles, et une longue attente de 3 ans séparera Yeezus du nouveau projet de Kanye West. Mais patienter en vaudra la peine, puisqu'on allait voir naître ce qui est certainement l'un des derniers albums légendaires de l'artiste, The Life of Pablo. We on a ultralight beam, we on a ultralight beam. This is a God dream, this is a God dream, this is everything. C'est un album sublime qui fait office de pièce maîtresse pour Kanye, dans le sens où il couvre absolument tous les sujets et typologies de sons auxquels il a pu se frotter au cours de sa carrière. C'est comme si tous ses albums s'étaient rejoints en un seul. Tout y est, de son ego surdimensionné à sa part comique, de ses démons à la résurgence de sa conscience religieuse, en passant par tous les éléments qui ont bâti le personnage et son caractère unique. Il est tellement représentatif de Kanye à mes yeux, que même si une autre pépite voyait le jour, c'est cet album que je recommanderais quoi qu'il arrive à un non-initié. Je vais avoir du mal à cacher qu'il s'agisse de mon projet préféré de l'artiste, mais écoutez plutôt par vous-même. Le nom de l'album est tiré de plusieurs personnalités qui l'ont inspiré, allant de Pablo Picasso à Pablo Escobar, mais aussi Saint Paul, Saint Pablo en espagnol, un personnage sacré et converti après une révélation de Dieu, et qui a écrit une grande majorité du Nouveau Testament, appuyant habilement une nouvelle fois son auto-assimilation à une figure messianique. La rédemption de My Beautiful Dark Twisted Fantasy est définitivement bien loin. Bref, si tous ces autres albums représentent un point fixe, un tournant dans l'histoire du hip-hop et de la musique, The Life of Pablo représente une ère, une période entière. On retrouve un tas de références à son œuvre passée, et le nombre gigantesque de feats et de samples lui permettent de couvrir un spectre musical infiniment large. C'est d'ailleurs les artistes eux-mêmes qui semblent diriger les instrus, allant même jusqu'à les remplacer parfois. Il y a tout dans cet album, littéralement. Malgré tout, ça signifie aussi la fin des projets cinématographiques, avec un thème ou un fil rouge bien précis, puisque Kanye West tend de plus en plus vers l'assemblage de morceaux aux ambiances parfois très différentes. I've been thinking about my vision, pour out my feelings, revealing the layers to my soul. L'album est donc rempli d'excellents morceaux, éthérés et puissants, mais il faut aussi avouer que c'est un bordel sans nom. C'est peut-être dû à la façon dont il a été imaginé, presque comme une mixtape, mais ce chaos magistral a sûrement un but bien plus profond. On parle de Kanye West quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est autant le bordel dans sa tête à ce moment-là de sa vie. Donc le fil rouge, on l'a peut-être trouvé finalement. Le titre de ce projet, par l'énumération des différentes personnalités qui sous-entend, démontre aussi le gain d'intérêt de Kanye pour des sujets aussi larges que la philosophie, l'art, la politique, avec tous les excès qui viennent avec. Cette multiplicité d'intérêts est plutôt bien retranscrite par la cover, qui elle aussi est beaucoup plus chaotique que celle de tous ses précédents projets, explicitant tout ce qui se bousculait dans sa tête. Kanye devait lâcher tout ce qu'il avait sur le cœur, un trop plein d'idées, de sentiments, de doutes et de peurs qui devaient être exprimés, surtout après les années d'errance qui venaient de passer. Real friends, how many of us, how many of us, how many jealous? Real friends, there's not many of us, we smile at each other,
but how many honest trust issues? Quoi qu'on en dise, c'est l'album le plus humain qu'ait jamais créé Kanye. Il représente de manière très juste sa bipolarité et toutes les souffrances qu'il a traversées. Quand je dois lancer un album de Kanye, c'est celui-ci que je choisis la plupart du temps. Il est complet et me permet de relâcher la pression quand j'ai peur de ne pas arriver à faire ce que je veux faire, quand je subis la pression de devoir réussir ou quand je suis obsédé par mes objectifs. The Life of Pablo me permet de me reconcentrer sur les choses les plus importantes. Et étrangement, quand je l'écoute, je me sens beaucoup moins seul. C'est con, mais c'est rassurant de voir qu'un mec comme putain de Kanye West a pu vivre autant d'incertitudes que moi, tout en cherchant perpétuellement à devenir meilleur alors qu'il avait déjà presque tout accompli. Par sa surcharge musicale et émotionnelle, l'album me remplit et me canalise. Il est sorti quand je venais d'avoir 17 ans, et c'est sûrement la première fois que j'ai apprécié un album de Kanye à sa juste valeur. Ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui, je le considère toujours comme le meilleur projet de Kanye West, et je pense pas que la nostalgie ait grand chose à voir là-dedans pour une fois. The Life of Pablo est très hétéroclite, et au final, il a été largement plus marquant pour son ambition et sa démesure que pour son impact et son influence réelle. Mais c'est pas grave, au contraire, ça représente parfaitement ce qu'est Kanye West aujourd'hui. Autrement dit, l'une des plus grandes discographies de l'histoire de la musique, mais dont l'influence a tendance à s'émousser au fil des albums, aussi bon soit-il. Il a été progressivement dépassé par ses pairs, mais tous reconnaissent leur affiliation à l'œuvre de Kanye West. C'est extrêmement flatteur, même si c'est très difficile à avaler pour lui. Pour preuve, The Life of Pablo est sorti quelques mois après Barter Six ou Culture, des albums qui sont, eux, de vrais marqueurs temporels, et qui ont façonné le rap de la fin des années 2010. Dans mon livre, ce 7e album est aussi important que les autres. C'est une pépite qui est peut-être même au-dessus de tous ses autres projets, tant il est complet et excellent sur tous les points. Mais je suis obligé de faire preuve d'un peu d'objectivité parfois. En revanche, il y a bel et bien un domaine où il reste numéro 1 quelle que soit l'époque. C'est celui de choquer l'opinion publique avec des actes et des interventions toujours plus scandaleuses. Je trouve que son passage chez TMZ, la célèbre interview où il évoque les 400 ans d'esclavage comme un choix, tout en racontant son séjour en hôpital psychiatrique, son rapport aux opioïdes et tout ce que ça a provoqué chez lui, bah ça confirme plutôt bien la théorie du chaos mental qu'on peut comparer au chaos musical de The Life of Pablo, et le soulagement voire la décharge que peut représenter la musique pour lui. Sauf que la vérité, c'est qu'en dehors de la musique, il est complètement paumé. Suite au diagnostic de sa bipolarité, il était drogué avec des pilules qui nullifiaient ses troubles mentaux mais qui lui faisaient aussi faire et dire n'importe quoi. Et ça a forcément eu des conséquences silencieuses par la suite, même après l'arrêt du traitement. Et des conséquences pas si silencieuses que ça d'ailleurs, puisqu'il a continué à dire des choses aberrantes en pensant avoir la vérité absolue, ou au pire en étant persuadé d'être incompris. C'est peut-être le cas en vrai, avec un trouble bipolaire poussé, un ego gigantesque, une vie privée inexistante et un traumatisme lié à un traitement lourd, il y a de quoi se sentir ostracisé et persécuté. Qui peut vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de Kanye en vrai? Lui-même ne doit pas en être sûr. Avec ses crises à répétition, il doit parfois se rendre compte qu'il exprime l'exact inverse de ce qu'il pense réellement. Alors en dernier recours, il cherche la validation permanente, comme un berger sans mouton, ou comme un dieu qui aurait perdu ses croyants. C'est des appels à l'aide encore une fois. Et quand on lui répond sérieusement pour tenter de le ramener à la réalité, on se rend compte d'à quel point Kanye West est totalement à côté de la plaque. You hear about slavery for 400 years? For 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? Wish I would go ahead and fuck my life up. Can't let them get to me. And even though I always fuck my life up, only I can mention me. How many people felt something that I said today? Raise a hand if you felt something that I said today. Do you feel that I'm feeling, do you feel that I'm being free and I'm thinking free? Yes. I actually don't think you're thinking anything. I think what you're doing right now is actually the absence of thought. And the reason why I feel like that, because Kanye, you're entitled to your opinion. You're entitled to believe whatever you want. But there is fact and real world, real life consequence behind everything that you just said. And while you are making music and being an artist and living the life that you've earned by being a genius, the rest of us in society have to deal with these threats to our lives. We have to deal with the marginalization that has come from the 400 years of slavery that you said for our people was a choice. Every day we have to walk into that truth while you choose to say things that, to be honest with you, dog, are nonsensical. You want to think freely? That's fine. I'll combat your free thought with my free thought because mine is grounded in a reality that I have been given and a reality that I'm going to change, but I'm not going to do it by pretending that the enemies are on the same team as me. And frankly, I'm disappointed, I'm appalled, and brother, I am unbelievably hurt by the fact that you have morphed into something, to me, that's not real. That's the way I feel. Stand on all the coffee tables you want to stand on,
say whatever you want to say, but don't throw a stone, then hide your hand like the rest of us are just gonna swallow it. Yay, be yay, I'm off it, forever. Do you, but remember, the life that I live is as a real person, an actual person. Cette intervention magnifique, je pense qu'elle met tout en évidence. Kanye West vit juste plus dans le même paradigme que les gens qu'il essaye de défendre. Du moins, plus maintenant. De par son statut, il est à des années-lumière de ce que subissent au quotidien les personnes qui souhaitent profondément aider. Et cet écart entre sa réalité et la nôtre, c'est l'une des raisons de l'incompréhension qu'il ressent. Il veut aider, j'en suis persuadé, mais avec des takes comme ça et avec beaucoup d'autres qu'il fera dans le futur, il fait surtout énormément de mal. Maintenant, est-ce qu'il s'agit vraiment des conséquences de ses troubles bipolaires ou juste de coups de com' putassiers? Prenons pour exemple le clip de Famous, dont les paroles étaient déjà très polémiques. C'est un visuel inspiré du tableau Sleep de Vincent Desiderio, une peinture représentant une vingtaine de personnes nues qui dorment ensemble dans un lit gigantesque. Le clip représentait la même chose, à la seule différence qu'il a remplacé les personnages par des répliques en cire nue de personnalités publiques plus ou moins proches de lui ou de son histoire, allant de Taylor Swift à Donald Trump en passant évidemment par sa femme Kim Kardashian. Même si Kanye a suggéré qu'il ne s'agissait que d'art et que c'était juste un commentaire sur la célébrité, ça se tient en vrai. Ce clip aussi perturbant que controversé est certainement ce qui a aidé la musique de Kanye à rester au plus proche de l'actualité. Donc là, je penche pour le coup de com'. Mais toutes les extraversions et les remarques polémiques qu'elle a eues en dehors de ce genre de move, je suis prêt à parier que ça n'a rien à voir avec de la communication. Ou alors je suis vraiment dupe. En vrai, je vois surtout un homme se battre aux yeux de tous avec des maladies mentales et un complexe de Dieu. Pour mettre un mot définitif sur tout ça, il va sortir un projet humble et sincère appelé Ye. Très sobrement. Un court album de 7 titres qu'il sort pour illustrer le rapport qu'il a avec sa bipolarité et avec sa manie de dire tout ce qu'il pense. Oh, I got dirt on my name, I got white on my beard, I had debt on my books, it's been a shaky ass year. Let me make this clear, so all y'all see, I don't take advice from people less successful than me, huh? Il se sert d'ailleurs de la cover pour délivrer un message clair. Je déteste être bipolaire, c'est incroyable. Une affirmation qui guidera le projet tout entier, entre envie suicidaire, peur, idées noires, paranoïa, mais aussi tout l'inverse, révélant qu'il est toujours obsédé par sa personne, sûr de lui parfois à outrance, considérant qu'il est de toute façon le plus grand artiste de l'histoire. Rien que le premier track du projet met en exergue ce fil rouge, où il admet s'adorer, mais aussi à quel point il rêve de mourir, emportant même sa famille avec lui. The most beautiful thoughts are always beside the darkest. Today I seriously thought about killing you. I contemplated premeditated murder. And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you, so... C'est un morceau inquiétant mais sublime, qui a le mérite de faire réfléchir sur la manière dont on peut accueillir nos pensées et les exprimer pour purger toute la noirceur qu'elles peuvent contenir. Ce morceau, et l'album dans sa globalité, nous permet également de mieux comprendre l'état mental de Kanye, de comprendre comment il tente de raisonner ou d'empâtir avec ce qu'il pouvait ressentir. Vous vous en doutez, l'amour est aussi un sujet central dans Ye, à plusieurs reprises. Et le message adressé à ses filles dans l'outro du projet, aussi violent soit-il, il est magnifique. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. The niggas had daughters, now they precautious. Father forgive me, I'm scared of the karma, cause now I see women as something to nurture, not something to conquer. I hope she like Nicki, I make her a monster. Malheureusement, même si j'ai beaucoup d'affection pour ce projet, le contexte autour de celui-ci a beaucoup plus de substance que l'album en lui-même. C'est un point central de sa carrière, puisqu'en dépit de toutes les controverses, ou peut-être grâce à elle, pour être honnête, Kanye a pu embrasser pleinement son personnage d'anti-héros qu'on aime admirer et détester, ce qu'il a toujours été et qui est désormais pleinement assumé. Dans la même lignée, seulement quelques mois après, Kanye va s'associer une nouvelle fois avec Kid Cudi pour sortir un nouveau projet. Moins ambitieux et plus court que Watch the Throne, Kids See Ghost est malgré tout plein de bonnes idées, et est certainement l'une des plus belles collaborations qui m'ait été donnée d'écouter dans toute ma vie d'auditeur. C'est blindé de prise de risque, autant sur les sonorités des productions que dans l'interprétation des artistes présents sur l'album. Et vous savez, moi j'adore ça. Ça me surprend pas au vu des initiateurs du projet, qui sont tous deux des génies musicaux et dont l'entente n'est plus approuvée, même si Cudi s'est vite éloigné de Kanye à cause de ses récentes divagations. Au-delà d'être une expérience musicale assez étrange, le sujet de l'album est tout aussi touchant et intéressant. L'idée derrière Kids See Ghost était de traduire de manière candide les maladies mentales aux yeux de ceux qui nient leur existence, ou qui n'en ont tout simplement pas conscience. Un beau parallèle avec ce que vivait Kanye à l'époque. Kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes. Spirit moving around, just moving around. Kids see ghosts sometimes, kids see ghosts sometimes, kids see ghosts. En 2019, après avoir révélé au monde une face sombre et vulnérable de sa personne et en passant progressivement de dieu à mortel, il va justement tenter de rendre grâce au créateur, auquel il semble désormais totalement dévoué. On l'a vu se transformer en parfait chrétien en à peine quelques mois. Et pas de demi-mesure, on parle de Kanye West ici, alors son 9e album s'appellera Jesus is King. Life
like. This is what your life like. Try to live your life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight. Après des années à voir son cœur balancé entre Jésus et Satan, une ambivalence dont on a déjà longuement parlé et qui est finalement très explicite à travers ses lyrics, Kanye West va désormais se présenter comme un enfant de Dieu, passant d'un être faisant preuve d'une dualité extrême à un homme transformé en apôtre de Jésus. D'accord, le christianisme a toujours fait partie de sa musique et de sa vie, mais là, pour moi, on perdait toute la nuance qui faisait de Kanye West un artiste intriguant et passionnant. Mais au final, je peux pas lui en vouloir, c'est assez cohérent. Cette conversion totale, c'était aussi son dernier espoir, presque son seul refuge face à toutes les choses qu'il a jamais réussi à guérir par le passé. On a donc assisté à une sorte de trêve régénératrice dans la tempête qui vit depuis que les caméras se sont braquées sur lui. Kanye se libère de ses chaînes, de ses addictions passées, se lave de ses erreurs, et est enfin sur le chemin de la guérison. Il porte le message de la Bible, suit ses préceptes à la lettre, tout en citant régulièrement des versets. Won't be in bondage to any man. John 8:33. We the descendants of Abraham. Ye shall be made free. John 8:36. To whom the Son set free is free indeed. He say the wretch like me. Au-delà de cette renaissance religieuse et plus globalement de la proéminence de la religion dans Jesus is King, qui peut déranger de notre point de vue français ou européen, bah moi je trouve que l'album est sublime sur plein d'aspects. Musicalement il est unique en son genre, l'énergie transmise est absolument folle, et j'y ai trouvé plein de choses que j'adore. J'avais retrouvé le Kanye qui rappe, le Kanye qui fait appel à des samples de soul exceptionnels ou à des instruments atypiques. En plus de ça, les productions sont vraiment efficaces, et par-dessus tout, les chœurs. Pour être honnête, c'était l'une des premières fois où je me confrontais vraiment à des chorales de gospel, un peu plus sérieusement qu'avec les samples que j'ai pu entendre par hasard, et j'ai kiffé premier degré. Malgré tout, même s'il y a certains passages vraiment magnifiques dans Jesus is King, et que les représentations scéniques de l'album sont tout bonnement exceptionnelles, bah ça n'en fait pas pour autant un album marquant aux yeux de sa communauté. Et je peux comprendre pourquoi une grande partie de celle-ci n'aime pas cet album. Aborder en boucle la foi, l'importance de la famille et prôner un amour inconditionnel pour Jésus, c'est déjà assez lourd quand t'écoutes 11 titres d'affilée. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est souvent très cliché. C'est presque une caricature qu'on se fait de l'image de l'église et de ses croyants. Ça rend la chose un peu ridicule parfois, alors qu'il aurait totalement pu développer son idée en parlant de salvation face au cœur corrompu des hommes, tout en restant dans cette figure de messie qu'il a toujours incarné. Mais non, ça reste toujours en surface. Il y a des problématiques intéressantes qui sont abordées, mais on reste toujours dans le cliché pur et dur. How you get so much favor on your side? Accept him as your Lord and Savior, I replied. Thou shalt love thy neighbor, not divide. I'm a ride, that's on God. C'est ce manque de profondeur dans les sujets abordés qui rend Jesus is King assez générique, et qui a poussé beaucoup de fans de Kanye à renier cet album comme s'il s'agissait d'une anomalie de sa discographie due au pétage de plomb de l'artiste. Personnellement, je trouve au contraire que c'était une étape inévitable de sa carrière. C'était un nouvel exemple du génie musical dont il peut faire preuve, mais surtout une grande étape dans son rétablissement et dans le pardon de soi. Surtout après tout ce qu'il a traversé et les actions qui ont résulté de sa longue perdition. Il a fait cet album sans tenir compte des attentes de son public, c'est tout ce que je demande à un artiste en vérité, et pour le coup, Kanye West est sûrement l'un des seuls à s'y tenir vraiment. Ok, c'est un revirement inattendu, mais c'est surtout un premier pas vers la guérison, et honnêtement c'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter. Mais attention, ce genre de délire ça a aussi beaucoup nourri son ego. En s'érigeant presque en porte-parole de Dieu, avec toute l'influence qu'il a, par extension il s'est mis à croire que sa propre parole était divine, et il va pas se faire prier pour propager ses idées. En effet, courant 2020, Kanye fait part au monde de son désir de concourir pour la présidence des États-Unis, ce qui est finalement pas si surprenant quand on connaît sa propension à la mégalomanie, son attrait pour la politique, et surtout quand on sait que ça pourrait arriver, étant donné que le cas Donald Trump existe. Je vais pas m'éterniser sur sa campagne désastreuse, mais sachez qu'il a reçu énormément de soutien de la part de ses fans et de la part d'autres célébrités. Mais ça a finalement donné lieu à encore plus de non-sens, de crise et de dérive. Je me souviens plus particulièrement de son discours anti-avortement pendant sa campagne électorale, un passage qui avait choqué tout le monde et moi le premier. Au final, quand tu creuses un peu, il s'interrogeait maladroitement sur pourquoi le monde actuel n'offre pas la possibilité aux plus démunis, et donc à la majorité des familles, d'accueillir convenablement des enfants. Mais bref, c'était hyper confus, comme d'habitude tu sais pas vraiment ce qu'il cherche à démontrer, surtout qu'il est allé jusqu'à mêler des histoires très personnelles à son discours. My mom saved my life. My dad wanted to abort me. There would have been no Kanye West because my dad was too busy. Hey. Tu vois que le mec est compatissant, hypersensible et qui cherche à bien faire. Tu le sais quand tu connais ses engagements il y a quelques années.
Tu vois qu'il essaye de transmettre un message positif, mais il est tellement tombé dans une déconnexion et une fragilité mentale permanente, sans chercher à réguler ses problèmes psychiatriques, que ça en devient lunaire. Tu vois qu'il perd pied avec la réalité et que le message perçu est à l'inverse total de ce qu'il essaye de prouver. Kanye est l'un des artistes les plus prolifiques de l'histoire, au point que le voir se présenter aux élections américaines ne semble même pas être une chose si insensée. Malheureusement, il a énormément de mal à gérer cette célébrité, et le géant dans le miroir était finalement bien plus qu'une simple histoire racontée par sa mère, comme si elle avait vu juste dans l'avenir prometteur de son fils. Et les ultimes appels à l'aide de ce géant, visibles par l'entièreté du monde, personne n'y a répondu, parce qu'une seule personne pouvait réellement lui répondre, c'est Donda. Être célèbre est à la fois une bénédiction et une malédiction. Tu dois maintenir une image en permanence pour contenter une foule d'étrangers qui jugent tous tes faits et gestes, tout en priant pour ta chute. C'est ce que vit Kanye West, dans des proportions inimaginables. À partir de là, on peut pas reprocher à une personnalité aussi célèbre et surveillée, qui plus est sujette à des maladies mentales sérieuses, de lentement s'endurcir, s'enfermer et d'être en permanence sur ses gardes. Il aura beau dire ce qu'il veut, l'industrie l'a complètement changé, même si le contexte de sa vie personnelle est important dans le processus. Je me demande si Kanye s'est déjà demandé si Kanye West était toujours Kanye West. C'est vrai, est-ce qu'avoir changé son prénom en Ye, uniquement Ye, est-ce que ce serait pas une manière de le crier implicitement au monde? Je pense, et c'est le genre de choses qui me touche énormément, puisque même assumer ça, c'est calculer en fonction de l'image que ça va renvoyer aux gens. Je me répète, mais une partie de lui est vraiment morte quand sa mère est décédée. Cette perte a été l'élément déclencheur qui l'a emmené à penser qu'il devait remplir un but presque biblique pour honorer sa mémoire, offrir un héritage au monde, le même héritage qu'il avait reçu de sa mère. Et pour Kanye, mourir sans avoir transmis cet héritage, c'était littéralement inacceptable. Alors pour son 10e album, chiffre symbolique, à un moment de sa carrière où il n'était plus ce rookie surprenant le monde avec des sonorités nouvelles, il va sortir Donda. Donda est un hommage à sa mère évidemment, et c'est pour cette raison qu'il va en faire l'un des albums les plus importants de sa discographie, l'étirant sur la longueur comme si cet album était un adieu déchirant à une personne qu'on ne veut pas voir partir. L'outro durant plus de 11 minutes me rassure dans cette théorie d'ailleurs. Selon moi, 2 heures d'écoute c'est beaucoup trop long, la réédition aggravant même le problème. Mais si Kanye avait besoin de s'étaler pour guérir pleinement, ça me va. Et je trouve ça d'autant plus authentique. I can't really see where did I miss. Ex-strippers, new killers, shot, tell them, this on Donda, on my mama, made a promise, Junior Watanabe on my... L'album n'est pas à propos de Donda à proprement parler, mais de ce que Donda a fait pour Kanye. C'est encore plus touchant et lourd de sens. Et selon l'artiste, Donda était la mère de tout le monde. Un esprit qui ne meurt jamais et dont l'enseignement vivra pour toujours. Je trouve ce contexte important pour se plonger à corps perdu dans ces 2 heures d'album, et pour comprendre pourquoi chaque note que Kanye chante, il le fait avec la gorge nouée. Et objectivement, l'album est excellent sous plein d'aspects. C'est cohérent et c'est l'un des projets qui m'a le plus ému de sa carrière. Sur certains moments, on peut presque toucher les émotions du doigt, avec des vocalises et des envolées qui traduisent toute la sensibilité qui s'en dégage. Mais si la première moitié de l'album est remplie de très bons morceaux, parmi mes préférés de toute sa carrière, l'autre moitié, je la trouve honnêtement un peu vide de réels morceaux marquants. Malgré tout, Donda est rempli de bonnes idées. Il fait preuve d'une production hors du commun, présente des textes incroyables et regroupe encore une fois des pointures de l'industrie. Kanye a pu prendre le temps d'explorer tous les instruments, de s'essayer à tous les rythmes et surtout d'évoquer tout ce qu'il avait à crier au monde. If I hit you with a WID, you better not hit me with a HEY. It better be like hi with a bunch of eyes, or hey with a bunch of eyes. I lit 100 lies, so that mean I had 100 wives, and I am just simply high off life for the 100 times. Mais comme pas mal de ses projets récents, je trouve que ça manque de finition. On dirait presque qu'il a pas eu le temps de le terminer. De l'absence de cover au morceau à peine terminé dans la deuxième partie de l'album. Une entreprise peut-être un peu trop grande et finie trop vite, une pièce maîtresse encore plus exceptionnelle que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui ne sera juste jamais terminée, et c'est bien dommage. Cela dit, là où Donda tire son épingle du jeu, c'est avec les mises en scène théâtralisées des release parties de l'album, qui étaient bien plus que de simples concerts. Ça marquait le retour héroïque de Kanye West après des années de combat mental, affrontant ses démons et traversant le deuil de sa mère pour devenir une icône encore plus forte qu'il ne l'a jamais été. C'était inoubliable. Il y a représenté la demande de son ex-femme en mariage, s'est immolé par le feu, est monté au ciel. Bref, que des images hyper symboliques qui montrent que cette nouvelle version du personnage n'était pas exempte de toute mégalomanie. Mais bon, après tout maintenant, on s'en fout réellement. Et avec la reconstitution candide et symbolique de la maison de son enfance, il transmet à son public toutes les émotions qu'il a pu engranger au long de sa vie. Il montrait explicitement là d'où il vient et implicitement tout le chemin qu'il a parcouru. D'ailleurs, il continue à porter ce type d'imagerie jusqu'à aujourd'hui avec Vultures Volume 1, qui emprunte plus ou moins la même formule, ou encore en étant le directeur artistique de figures incroyables de l'industrie, qui vont à leur tour changer la musique comme il a pu le faire par le passé. For when my kids have kids, everything we did for the crib, everything we did, how we live. All this smoke got a scent, all that smoke Kevin sent. Everything I spoke, what I meant, never disguised my intent. Lines outside the event, brought my life out the trench. God, thank
Cependant, c'est pas uniquement ces représentations qui ont rendu l'album mémorable. Le projet en lui-même est exceptionnel. Avec Donda, Kanye était revenu à ses racines, à celles qui l'ont rendu si unique, mais avec un recul et une maturité qui font de cette formule une formule majestueuse. Encore une fois, c'est un des rares albums que je dois écouter en entier et pas autrement. C'est quasiment impossible d'en tirer un morceau et de le caler dans une playlist. Mais Donda, aussi merveilleux qu'il puisse être, n'a pas remporté la première place du Billboard US. En effet, l'album est sorti à une semaine d'intervalle avec Certified Lover Boy de Drake, le même artiste qu'il appelait Dieu quelques années auparavant, et qui lui a obtenu cette première place. Cette réalité me fait un peu chier, je vous l'avoue, je suis pas un grand admirateur de Drake, mais c'était loin de signifier que l'héritage de Kanye West était perdu. Au contraire, ça signifiait que Kanye allait, quoi qu'il arrive, continuer à faire de la musique, à produire des œuvres sonores qui font vivre sa passion, et ce, depuis qu'il a commencé à écrire des poèmes à l'arrière de la voiture de sa mère. Une musique qui sert la culture pour laquelle notre cœur bat depuis des années, mais surtout une musique dont sa mère serait infiniment fière. You will speak to me with only no cap. Me and your big homie go back. And homie don't rap. You don't know me like that. Like who's here when I need a shoulder to lean on? I hope you're here when I need a demons to be gone. And it's not fair that I had to fight them all on my own. Drake a battu Kanye en termes de chiffres, mais l'opinion publique tend franchement vers Donda par la pièce unique qu'il représentait, et surtout grâce à tout le contexte qu'on pouvait mettre autour. Mais j'aimerais que pour une fois on mette la compétition de côté, et qu'on se rappelle que cet album a été fait pour rendre hommage à Donda West, et c'est tout ce qu'il devrait représenter à mes yeux. You know where to find me, they cannot define me, so they crucify me, house of flames when I leave, come and purify me, come and sanctify me, you the air that I breathe, the ultra light beam, brought a gift to Northie, all she want was Nikes, this is not about me, God is still alive, so I'm free, floating on a silver lining, floating on a silver lining, so when I'm free, I'm free. J'ai promis de relativiser mon adoration pour Kanye West en fin de vidéo, donc on va en parler franchement. Il y a plein de sujets sur lesquels Kanye a raison. Je pense que c'est un homme extrêmement intelligent, et il y a peu d'artistes et encore moins de rappeurs dont on arrive à percevoir la parole au-delà de leur œuvre. C'est autant un musicien qu'un homme engagé, et pour moi c'est rare. J'aurais aimé creuser chacun de ses textes avec vous pour démontrer à quel point il est doué, expliquer en détail son discours, ses idées, sa philosophie, ou juste le fait qu'il est trop percutant et imaginatif. Mais la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vous laisse découvrir ça par vous-même, au moins pour ceux qui ont la chance de pas avoir déjà exploré la discographie de Kanye West. Malgré ses derniers takes dégueulasses clairement aux antipodes de ce que je peux penser, il a des pensées progressistes et une perspective sur le monde qui est pour le moins unique. Mais d'un autre côté, il est une influence néfaste et presque dangereuse pour tout son public, et ça ruine complètement le message positif, du moins je pense sincèrement qu'il est positif, qu'il essaye de transmettre au monde. Du coup on se retrouve avec un personnage diabolisé, et de par sa faute totale, hein, on s'entend, mais dont on ne voit souvent que les gros titres et qu'on ne cherche pas à comprendre réellement. Le problème avec Kanye, c'est qu'on vit dans un monde où on doit tous essayer de se respecter. Même si c'est loin d'être le cas et sans faire l'idéaliste à deux balles, je pense qu'on essaye tous de tendre vers ça. Une société sans concept de droits humains inaliénables et tout simplement une société corrompue. Et croyez-moi, ceux qui soutiennent Kanye dernièrement, c'est pas un monde dans lequel vous voulez vivre. C'est pas un monde dans lequel je veux vivre, et étrangement, c'est pas un monde dans lequel Kanye West souhaiterait vivre non plus. Un monde où les gens ne sont pas jugés en tant qu'individus mais par le groupe auquel ils appartiennent, ça va littéralement à l'encontre de la liberté d'expression si chère à Kanye West. Et j'ai beau adorer son travail, sa musique et son point de vue sur énormément de choses, je peux pas passer outre ses raccourcis et ses dernières prises de position. Je vais éviter de m'étaler sur le sujet, c'est pas mon but, mais quand bien même on aime sa musique, aujourd'hui il faut faire très attention à Kanye West. Il a toujours été engagé et a toujours été entendu sur de sérieuses questions
sociale depuis le début de sa carrière. Mais au fur et à mesure du succès, il a effacé cette partie de lui pour laisser place à un culte de la personnalité de plus en plus présent. Et finalement, de fil en aiguille, on a vu des schémas se dresser. Dans une interview de 2019 avec David Letterman, lorsqu'il parlait de son trouble bipolaire, il a expliqué que dans ses épisodes de crise, il devenait extrêmement paranoïaque. Il a dit que le monde était une grande mise en scène, comme le Truman Show en gros, que tout était une immense conspiration montée de toutes pièces par le gouvernement, allant même à dire qu'on a mis une puce dans son cerveau pour enregistrer le moindre de ses faits et gestes. Kanye a dit ça, et même si ça peut prêter à sourire, c'est absolument pas drôle. Ça ne justifie en rien ce qu'il a pu dire, mais ça permet au moins d'expliquer sa descente graduelle dans des obsessions malsaines. Pourtant, si vous écoutez son passage chez Tucker Carlson, vous comprendrez à quel point il cherche vraiment à résoudre certains problèmes de société. Ce qu'il pousse aux extrêmes, c'est le fait qu'il est conscient qu'on vit dans un monde dysfonctionnel, et le fait qu'on ait les ressources disponibles pour y remédier sans aucun leader pour le faire. C'est aussi ça qui le rend malade. Son interview chez Click, fin 2022, avec Mouloud Achour d'ailleurs, elle est beaucoup plus posée et loin de tout le frasque typiquement américain. Kanye a eu la possibilité de s'exprimer calmement sur pas mal des polémiques qui ont fait de lui l'antéchrist médiatique qu'il est, et j'ai rarement été aussi d'accord avec lui malgré le fait qu'il dise des choses extrêmement provocantes. Ça montre beaucoup mieux l'idée qu'il essaie de transmettre à travers ses interventions audacieuses, son point de vue vis-à-vis de l'étiquette de fou qu'on lui a posée, et plus largement de la manière dont il voit le monde. Pour autant, est-ce que vous voulez vraiment donner du crédit à une personne rongée par des complexes et des maladies mentales, aussi célèbre et adulée puisse-t-elle être? Ça me fait chier de voir un artiste aussi influent que j'ai pu adorer et dont j'aime toujours énormément la musique aujourd'hui, se désagréger petit à petit comme ça. Ça me fait chier de voir des gens dire qu'on le comprend pas de la même manière qu'il a été incompris ou précurseur dans la musique, et de voir que l'extrême droite américaine adhère à son propos sans savoir qui était Kanye avant tout ça, en utilisant même son discours actuel pour coller à leur agenda dégueulasse. Bref, j'ai beau relativiser son discours, je dis pas qu'il faut défendre Kanye non plus, mais si votre daron, votre frère, votre cousin ou même votre pote était touché par des troubles bipolaires aussi violents, qui ne se soignent pas et qui a des épisodes maniaques de la sorte, est-ce que vous feriez des threads sur lui et le cancelleriez de vos vies? Non, je pense pas, et même si je suis profondément persuadé qu'il faut tenir Kanye West responsable de ses paroles et de ses actions, qu'il faut pas passer l'éponge, c'est pas non plus une raison pour le donner en pâture publiquement alors qu'il est malade. Je suis pas certain que ce soit la bonne manière de le remettre sur le droit chemin. Au contraire. À l'inverse, si vous souhaitez continuer à soutenir Kanye, c'est votre droit. Mais je préfère pointer du doigt le vrai problème d'un artiste que j'ai pu adorer et essayer de tout faire pour empêcher les gens de le conforter dans son mal-être. Est-ce que je vais continuer à écouter la musique de Kanye? Je vais jamais arrêter d'écouter la musique de Kanye. Est-ce que je vais continuer à promouvoir aveuglément sa musique au risque de laisser une ouverture vers ses discours récents? Probablement pas. S'extasier sur toute son œuvre musicale, oui, mais il faut absolument rester lucide sur toute la communication qu'il met en avant. On dit souvent que les génies ont toujours une part de folie en eux. C'est ce qui les rend hors normes au sens littéral du terme et de fait fascinant. Et c'est quelque chose que j'ai pu vraiment vérifier à travers presque tous mes artistes préférés. C'est à croire que je fais exprès. Je suis juste un peu déçu que ça ait dû aller aussi loin pour Kanye, au point d'entacher, ne serait-ce qu'un petit peu, l'héritage qu'il a voulu laisser au monde. Kanye West est un héros pour les uns, un vilain ou une énigme pour les autres, et c'est très bien comme ça. Restez objectif sur ce que vous écoutez, prenez du recul et surtout, rejetez la haine sous toutes ses formes, même les plus séduisantes.